Astérix, une bande dessinée légendaire pleine de souvenirs de vie dans l'enfance ou dans l'adolescence, avec certaines blagues ayant une saveur différente avec le temps. Un succès en librairie et au cinéma pour certains de ses films, notamment les premiers en animation, puis en live action, bien évidemment de manière très inégale, et un retour sur Netflix récemment. Alors au fil des années, surtout dans la bande dessinée, cela a été l'occasion de faire beaucoup de caricatures, de se moquer du système français, Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire. et d'autres, ainsi que des absurdités de la société. Avec un humour léger empreint d'une critique souvent sensée d'Uderzo et Goscinny, la BD est restée pertinente pendant des années, et l'héritage le reste tout autant. Nous allons d'abord faire un petit tour par la pop culture et les caricatures dans Astérix, puis nous verrons les nombreuses références à l'art littéraire ou pictural, et enfin ce sera le tour de l'idéologie politique qui peut en être dégagée, ainsi que les reproches et les récupérations qui ont été essayées au cours du temps, faites parfois par la droite ou la gauche, ainsi qu'à l'international. Mais surtout les absurdités absolument lunaire, que ce soit sur le gaullisme supposé du village ou à l'incitation à la consommation de drogue avec l'image de la potion magique. Oui, vous avez bien entendu. Bref, un tour d'horizon ancré dans la réalité du village de ces fameux Gaulois qui restent réfractaires. Oh pardon, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. C'est parti! En termes de références, il y a à boire et à manger dans les albums d'Astérix. Et c'est aussi le cas des films. Il y a des références à des acteurs français et internationaux, à des comiques et à des artistes de tous bords. Il y a par exemple deux références qui feront plaisir aux aficionados du cinéma français et surtout du cinéma d'auteur, avec la présence de Jean Gabin et Lino Ventura, deux légendes du cinéma des années 60 qui sont montrées tour à tour en tant que Ponce Pénate pour Gabin dans l'album L'Odyssée d'Astérix, procureur de la province romaine de Judée, allusion à Ponce Pilate qui occupa cette fonction de 26 à 36 après Jésus-Christ. Lino Ventura deviendra dans la zizanie Caius Aerobus, commandant du camp d'Aquarium, qui a du mal à comprendre les subtilités de la guerre psychologique menée par Détritus contre les Gaulois. On peut également voir les comiques anglo-américains des années 30, Laurel et Hardy, qui apparaissent sous les traits de légionnaires romains dans l'album Obélix et compagnie. Un hommage est fait au groupe extrêmement connu des Beatles, qui apparaît dans Astérix chez les Bretons, en étant même le sujet d'une petite remarque de la part du personnage de Joli Thorax. Vous avez un morceau de chance, ce sont des bardes très populaires chez nous. Mais des acteurs internationaux sont également présents, comme Schwarzenegger dans l'album Le ciel leur tombe sur la tête, qui apparaît sous la forme d'un super clone très musclé. Et Sean Connery, qui devient une fois dessiné le barde 006, en référence évidente à son personnage de James Bond au cinéma. Une référence qui revient dans la mini-série Netflix avec la réplique « Mon nom est Ramix, Pano Ramix » et le plan iconique de James Bond. Des références évidentes aux mangas et aux animés sont également faites et font même partie de l'intrigue dans l'album Le ciel leur tombe sur la tête, car les antagonistes du tome sont nommés les Gmana en référence à un acronyme sur les mangas. Et la fusée de l'antagoniste principal est une référence assez claire au design de Goldorak, ce qui ravira tous les fans de l'animation des années 70 et 80. Une référence plus moderne est le Punching Ball, présent dans la fête foraine de la mini-série, ou le fameux cri Gaulois rassemblement. On peut également penser à de grandes références cinématographiques, comme dans le film Astérix et Cléopâtre, où l'on voit par exemple une référence à Star Wars avec l'Empire contre-attaque, qui est dit assez clairement, ce qui revient également dans la version Netflix, avec bien sûr un film plus récent, Le Dernier Jedi, dont l'affiche est parodiée en mosaïque. Il y a aussi une sorte de lettre d'amour au film d'action hongkongais des années 80 et 90, avec la séquence de combat entre Jamel Debbouze et Gérard Darmon, qui est même doublé pour l'occasion. On le voit aussi dans les noms de certains personnages, comme celui de Fast and Furious dans l'adaptation Netflix. Il y a aussi des références plus technologiques, par exemple le nom de Metadata, qui se fait appeler à tort Wikipédia, et le clin d'œil évident au personnage de Netflix, avec la mention de passer l'introduction et le son Toudoum très connu. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il y en a plein d'autres à chercher dans les albums, comme l'intégralité d'Astérix aux Jeux Olympiques, qui se moque non seulement des voyages organisés, mais aussi de l'hypocrisie des supporters, du dopage, de l'aspect faussement international et accueillant du pays organisateur, et des retombées bien sûr sur le monde du tourisme. Mais il existe également des références culturelles classiques, plus ou moins évidentes, que nous allons explorer un peu plus en détail tout de suite. Pour commencer par le plus évident, il y a une référence à la Joconde dans le film Astérix Mission Cléopâtre, où l'on voit la position de Monica Bellucci, similaire à celle du fameux tableau de Léonard de Vinci, mais également le tableau du radeau de la Méduse, case déjà présente dans l'album. De même, cette réplique très connue, « Je suis mon cher ami, très heureux de te voir », qui est un alexandrin dans la forme poétique, jouant sur le double sens de la nationalité et du littéraire pour numéro bis. Dans Astérix en Espagne, on peut voir un hommage à ce grand roman qu'est Don Quichotte, en le voyant se battre contre des moulins, ce qui est l'activité la plus connue de ce héros.
héros. On peut également voir un célèbre portrait de Louis XVI dans Le Grand Fossé, ou une référence à Napoléon Ier dans Le Combat des chefs et Astérix en Corse, reconnaissable à la main près de l'estomac. D'autres grands tableaux sont parodiés comme le repas des noces paysannes de Peter Bruegel dans Astérix chez les Belges, ou la leçon d'anatomie du docteur Tulle par Rembrandt dans l'album Le Devin. Des statues célèbres sont également redessinées. On peut penser notamment au Discobole de Miron, à Lacan ou au Penseur de Rodin, tous situés côte à côte dans l'album Les Lauriers de César. Mais on voit aussi des statues plus récentes comme la Statue de la Liberté dans La Grande Traversée ou le Manneken-Pis de Bruxelles, qui devient littéralement un garçon pressé d'aller aux toilettes. Deux références théâtrales, toutes deux provenant des œuvres de Shakespeare, sont faites dans Le Grand Fossé, une scène de balcon à la Roméo et Juliette, et une autre référence à Hamlet, en utilisant presque la même réplique, dans La Grande Traversée, où l'on voit que « il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark » d'Hamlet devient « il y a quelque chose de pourri dans mon royaume », écrit avec des caractères danois, s'il vous plaît. Voilà pour une grande partie des références plus classiques. Je ne voudrais pas toutes les dire, la découverte reste toujours amusante, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié, bien évidemment j'en lirai l'intégralité. Passons maintenant à la partie la plus sulfureuse, celle de la politique. Outre une caricature de Jacques Chirac, Astérix n'a pas souvent été vecteur de messages politiques très engagés, mais plus simplement empreint de critiques par parodie ou caricature. Alors avant toute chose, j'aimerais clarifier que mon but n'est pas de faire un pamphlet politique avec Astérix. D'autres s'en sont déjà chargés avant moi. Je vais simplement faire une sorte d'inventaire des idéologies plus ou moins absurdes qui lui ont été associées, des scandales plus ou moins justifiés et d'associations d'idées qui entourent la bande dessinée. Rappelons que c'est avant tout une BD faite pour divertir, qui reste humoristique et inscrite dans son temps. Toutefois, elle n'est pas exempte de défauts, bien évidemment. L'une des remarques que je ferai en premier est celle du design de la vigie d'Astérix, qui est effectivement inspirée par des caricatures racistes, notamment américaines, sur la figure du Coon. Rien à voir avec South Park. C'est une figure inventée par les mouvements conservateurs américains pour déprécier et dévaloriser les populations afro-américaines. Il est vrai que la ressemblance à ces designs est assez claire et associée à ce genre de perception dépassée des personnes noires, surtout pour l'exagération des lèvres mises en rouge. Il y a également des collectifs féministes qui ont pu parfois se demander pourquoi les personnages féminins ne sont pas plus mis en avant et moins caricaturaux. Il peut sembler que les femmes soient cantonnées à des rôles stéréotypés comme étant objets d'amour ou femmes au foyer, accompagnant sans grand rôle les aventures d'Astérix et Obélix. Sur ce point, il y a plusieurs visions. Une vision d'abord un peu plus historique de la chose, qui fait que les personnages soient implantés dans leur époque et que le rôle des femmes soit proche de ceux associés aux Gauloises en termes d'histoire. C'est également le cas de personnages féminins forts comme celui de Cléopâtre, ce que les films live-action ou d'animation récents ont essayé de corriger en donnant des rôles plus visibles et actifs aux femmes. Cependant, la bande dessinée n'étant pas à vocation historique, mais humoristique, et étant faite par deux hommes dans les années 60, ce sont plutôt leurs visions qui s'appliquent à la BD. Leurs a priori personnels sont représentés dans ces bandes dessinées, y compris les travers que cela implique en termes d'égalité et de représentation. En effet, des personnages féminins comme Falbala ne sont présents presque que pour être des objets de l'amour d'Obélix ou d'autres personnages, et d'autres personnages féminins sont mis au banc pour leur laideur ou au contraire mis en avant pour leur beauté seulement. Une partie de la droite française a tenté d'accrocher à l'image de ce village d'irréductibles gaulois une référence évidente au général de Gaulle et à la résistance contre l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le nom étant déjà proche, Uderzo raconte dans un entretien de 2005 que, très vite, les médias ont assimilé notre travail à de Gaulle, tout simplement parce que nous parlions de la Gaule et de la résistance d'un petit village contre l'envahisseur. Si les auteurs n'ont pas réalisé, consciemment au moins, une BD de droite, ce courant politique n'a pas attendu pour s'en emparer. Le général de Gaulle donne aux membres du gouvernement des surnoms finissant en X. Michel Debré, premier ministre de Gaulle, correspond avec Albert Uderzo du temps où il occupe le ministère de la Défense. Il dira « Grâce à Goscinny et Uderzo, nous redevenons gaulois et fiers de l'être ». Nicolas Sarkozy fait également créer une affiche pour le RPR, maintenant les Républicains, qui référence clairement Astérix et les Gaulois, oui déjà, sans le nom ni les personnages, pour ne pas avoir de problème de droit. Il l'utilisera pour les campagnes politiques. Jacques Chirac, lui, développe une relation particulière avec Albert Uderzo. Le dessinateur lui réalise une affiche et une BD pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 1992. Le maire de Paris, Premier ministre un temps, représente le soutien de poids pour débloquer des subventions pour le parc Astérix, pour lequel l'État n'a pas autant déroulé le tapis rouge fiscal que pour Euro Disney, et en 1995, le discret Albert Uderzo figurera au sein du comité de soutien au candidat Chirac, quand René Goscinny, de son côté, a toujours entretenu le flou sur ses convictions politiques. Ce dernier confie dans un entretien de
de 1968, repris dans le livre Goscinny raconte les secrets d'Astérix, de nombreux candidats aux législatives nous ont demandé l'autorisation d'utiliser Astérix pour leur campagne électorale. Nous avons répondu tous les candidats ou aucun. Un candidat dont j'ai oublié le nom s'est servi d'Astérix, sans notre autorisation. Comme je n'ai plus de nouvelles, je pense qu'il a été battu par un candidat qui s'est peut-être servi de Tintin. Il n'y a pas que la droite anciennement définie comme républicaine pour faire les yeux doux à Astérix. Lors des élections européennes de 2009, un déplacement surréaliste est fait par Jean-Marie Le Pen au parc Astérix en Picardie et sur le parking, il se retrouve entouré de ses gardes du corps, affublés des casques en plastique vendus dans les boutiques de souvenirs. Mais Astérix, c'est aussi l'objet de critiques de la part de ceux mêmes qui l'avaient soutenu ouvertement fut un temps et utilisé pour des raisons de campagne électorale pour exploiter l'aura de la figure populaire. C'est le cas du philosophe et historien Michel Serres, qui comparera le fait de bâillonner Assurance Tourix le barde à une censure de la culture. Il comparera le système du village d'Astérix à du fascisme, purement et simplement, en détente. Il indiqua sur une interview sur France Info que l'utilisation de la potion magique pouvait être associée à la consommation de drogue, et que cela créerait une image faussée pour les jeunes. Qu'il penserait, par manque de discernement peut-être, que la drogue serait quelque chose qui aiderait à devenir plus fort, et que ce serait un exemple à suivre d'après Astérix. Bien sûr, ces absurdités ont provoqué un tollé dans les médias de tous les bords politiques. Et là, il dut réfléchir à ses sorties et après avoir regretté sa décision, il a fait des excuses publiques sur le même média, afin de se dédouaner de ses propres propos. Aujourd'hui, Astérix n'est plus forcément utilisé pour ce genre de choses, à part dans certaines références d'hommes politiques pour provoquer des réactions, comme à l'époque, notamment Emmanuel Macron avec sa célèbre phrase sur les Gaulois réfractaires. Astérix aujourd'hui, c'est surtout une superpuissance culturelle qui s'associe toujours à la diplomatie française pour plusieurs raisons. Les traductions en 40 langues touchant près de 190 pays, puis sa diffusion via le cinéma et maintenant Netflix dans le monde entier. Cela permet d'apprécier cet humour, cette culture à la française à l'étranger. Un côté très bonne franquette et chasse, pêche et biture avec les sangliers et la cervoise qui ont fait aimer pour beaucoup le personnage comique et très bon vivant à la base. Mais ce sont également les références intemporelles, la richesse des albums, le nombre de pays décrits, autant dans les dessins que dans les détails de chaque scène, le nombre de thèmes abordés et le phénomène qui a amené, si ce n'est un album au moins, des produits dérivés chez tout un chacun. Fèves, sets de table, figurines, serviettes, tout y est passé. Une grande aventure qui continue aujourd'hui et qui n'aura pas fini de nous surprendre, autant sur le plan culturel, artistique, que peut-être politique. Nous verrons bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que le ciel ne vous tombera pas sur la tête. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter et à laisser un like, ça aide beaucoup la chaîne, et à bientôt chez le Docteur des Textes.